D'après vous, combien d'animaux meurent en l'espace d'un an? Par exemple, dans cette zone où se trouve Steve. Et dans celle-là. En fait, personne ne connaît le nombre exact, mais croyez-moi, il est énorme. Combien d'animaux vivent à proximité d'un citadin moyen? On pourrait croire qu'il y en a peu, mais c'est parce que les animaux savent très bien se cacher. En fait, ils sont très nombreux. Rats, oiseaux, chats errants, chiens, renards, écureuils, ratons laveurs, coyotes. Et il ne s'agit là que de ceux qu'on peut nommer facilement. Maintenant, posez-vous cette question. Quand avez-vous vu un animal mort pour la dernière fois? S'il meurt des animaux tous les jours, voire toutes les minutes, pourquoi on voit si peu d'animaux morts? Selon les statistiques, un petit oiseau meurt chaque seconde rien qu'au Royaume-Uni. Mais alors, ils sont où? Eh bien, si trouver un oiseau mort est si difficile, c'est pour plusieurs raisons. Les petits oiseaux morts se fondent bien dans l'environnement. On peut être à moins de 5 mètres et ne pas les remarquer. De plus, les animaux mourants se réfugient souvent dans des endroits isolés, par exemple sous des buissons, où ils finissent par expirer. De nombreux animaux morts sont dévorés par les prédateurs, qui ne laissent qu'un petit cercle de plumes. Ces plumes sont réutilisées par d'autres animaux comme matériaux de construction pour leur nid. Pourquoi gaspiller? Sans oublier que la nature se débarrasse très vite des cadavres. Mammifères nécrophages, insectes et larves, bactéries et champignons recyclent les corps en quelques jours. Et si l'animal est petit, les insectes en viennent à bout très rapidement. Certains d'entre eux sont très voraces. Bien sûr, les villes ont aussi leurs équipes de nettoyage. Chris Newton, un passionné d'animaux sauvages du Royaume-Uni, a mené une expérience. Il a laissé de la nourriture dans son jardin le soir. Au matin, bien sûr, tout avait disparu. Il a ensuite installé des pièges photos pour savoir qui fréquentait son jardin. Il a ainsi découvert que le plus gros de la nourriture était pris par des renards, le reste par des chats, et en été, une petite quantité était consommée par des hérissons. Rats, souris, campagnols et musaraignes venaient aussi, mais ils étaient rarement filmés. Peut-être parce qu'ils sont trop petits et trop agiles. Et tout ce qui n'avait pas été touché avant l'aube finissait dans le bec des corbeaux qui avaient un petit déjeuner à disposition dès le réveil. Pratique. Il existe aussi des insectes appelés coléoptères nécrophores. Les chercheurs les trouvent dans les nids d'oiseaux où des oisillons sont morts. Ces insectes ont évolué pour détecter l'odeur de la chair en décomposition. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Si oui, posez donc votre fourchette. Ces coléoptères s'approchent donc de la carcasse et ils commencent à retirer ce qui se trouve dessous. Au bout d'une semaine, l'oisillon n'est plus visible. Si le nid avait un sous-sol, je dirais que c'est là que se trouve la carcasse. Une fois la carcasse enterrée, la femelle nécrophore pond des œufs à l'intérieur. Après l'éclosion des larves, celles-ci se nourrissent de la carcasse. C'est dégoûtant, mais quand on y pense, les parents nécrophores sont très attentionnés. Selon les statistiques, c'est sur les routes qu'on voit le plus de carcasses d'animaux. En effet, lorsqu'un animal meurt sur la route, il ne peut pas s'enfuir en rampant et la circulation dense rend difficile l'accès des charognards. Pourtant, malgré les obstacles, on peut voir des pies et des corneilles slalomer entre les voitures sur les routes. Elles prennent de sérieux risques pour consommer les animaux décédés. À cause des charognards qui profitent de ces restaurants routiers, les gens sous-estiment grandement le nombre d'animaux qui meurent sous les roues des voitures. Pour obtenir une estimation, des chercheurs ont installé des pièges photos dans la ville de Cardiff. Des têtes de poule étaient utilisées comme appâts, imitant des animaux tués sur la route. Les chercheurs ont constaté qu'en l'espace de 12 heures, 75% des têtes de poule avaient été récupérées par des charognards. Et si les têtes étaient déposées sur la route à 9h du matin, 60% d'entre elles disparaissaient dans les 2 heures qui suivaient. Au vu de ces résultats, les chercheurs estiment que le nombre réel d'animaux tués sur la route pourrait être 6 fois plus élevé que ce que l'on pensait auparavant. Steve a soulevé un point intéressant. Peut-être que certaines personnes voient rarement des animaux sauvages morts car elles n'ont pas de chat ou de chien. En effet, non seulement ces animaux chassent, mais ils rapportent aussi leur proie à leur maître.
Sans entrer dans les détails, sachez que des scientifiques ont étudié ce comportement chez plusieurs espèces, notamment chez les dauphins qui échangent des poissons morts, et ils en ont conclu que ces cadeaux sont parfois la manifestation d'un lien fort. Mais parfois, cette souris décomposée que rapporte votre chien ne vous est pas destinée. Il se peut qu'il ait simplement l'intention de manger cette horrible chose dans un endroit sûr qui, par coïncidence, se trouve près de vous. Oh, et voici une autre théorie. Peut-être qu'on voit peu de cadavres d'animaux, car nos voisins les ramassent. Pourquoi ? Pour les offrir à des musées. Un musée de Denver, dans le Colorado, demande qu'on lui apporte les animaux tués dans des collisions avec des voitures ou victimes d'autres causes non naturelles. En préservant et en étudiant ces spécimens, les chercheurs espèrent mieux comprendre comment les animaux sauvages s'adaptent au changement d'habitat. Le musée a déjà environ 6000 animaux stockés dans ses congélateurs. 6000, ça fait beaucoup. Les scientifiques vident les animaux morts, ils prélèvent des échantillons, ils les étudient. Ça peut paraître étrange, mais sur la base de ces données, diverses études sont menées, dont Steve et moi parlons. Par la suite, les animaux sont transformés en de précieux modèles d'exposition. Il existe de très nombreux musées dans le monde. Bien entendu, même en admettant que chacun d'entre eux conserve 6 ou même 12 000 animaux morts, ça représente pas grand-chose par rapport au nombre total. Mais les musées contribuent tout de même à ce qu'on voit moins de cadavres d'oiseaux ou de lapins. Et les animaux sauvages qui se tiennent à l'écart des villes et des humains en général. Si on s'enfonce dans les bois, est-ce qu'on risque de trouver plus d'animaux morts ? Pas vraiment, même dans les coins les plus sauvages qui soient. Tout animal sauvage affaibli par la vieillesse, la maladie ou une blessure devient automatiquement une proie facile pour les prédateurs. Il risque fort d'être tué et dévoré bien avant de mourir de ses problèmes de santé. Dans ces conditions, aucune chance de retrouver son cadavre. Notez que la vieillesse n'est pas une condition médicale qui cause directement la mort, même chez les humains. Par exemple, si un homme âgé de 80 ans contracte une pneumonie et décède, c'est pas uniquement dû à la vieillesse, mais plutôt au fait que la vieillesse l'a rendu plus vulnérable à la maladie. Il en va de même pour les animaux, à une différence près, ils ne peuvent pas se permettre d'être faibles et vulnérables. Dans la nature, la faiblesse est synonyme de mort. C'est pourquoi les morts naturelles sont extrêmement rares chez les animaux. S'éteindre paisiblement dans son sommeil, comme le font les humains, leur est pratiquement impossible. Comme l'homme, presque tous les animaux, prédateurs comme herbivores, deviennent plus faibles, moins agiles, moins endurants et moins rapides avec l'âge. Ils intègrent alors la catégorie proie facile et ne tardent pas à tomber victimes d'un prédateur. Un tel événement déclenche automatiquement un processus de nettoyage en profondeur impliquant des centaines d'organismes. Ainsi, et fort heureusement, on ne vit pas entouré de cadavres d'animaux. Bon, mais et les éléphants, les rhinocéros et autres animaux à la peau épaisse ? Est-ce que la nature est capable de se débarrasser rapidement de ces corps énormes ? Il y a quelques années, une équipe de tournage de Safari Live a filmé un éléphant qui avait été blessé lors d'un combat et qui était en train de mourir. Ils ont décidé de rester et de voir ce qui se passerait après sa mort. À première vue, ça ressemble à une sorte d'apocalypse sanglante avec des nuées de vautours qui déchiquettent la proie. Mais en regardant mieux, ce chaos s'avère bien ordonné. Chacun a son rôle à jouer et sa place dans la file d'attente. Lorsqu'un éléphant décède, sa famille a tout le temps de faire son deuil. Il ne faut que quelques heures, voire quelques minutes aux vautours pour repérer un animal mort, mais même leur bec puissant ne peut pas déchirer la peau d'un éléphant. Ils doivent attendre que les hyènes arrivent et qu'elles ouvrent la proie de leurs dents acérées. Dès qu'ils ont accès à la viande, les vautours se joignent au repas. Des centaines de vautours peuvent s'abattre simultanément sur la carcasse et la réduire à l'état de squelette en quelques jours. Même sans aide, mais en général, l'aide ne manque pas. Ici, par exemple, un léopard est venu prendre une bouchée. Les carcasses d'éléphants permettent de nourrir de nombreux organismes qui mangent ce que laissent les grands charognards. Il s'agit notamment de diverses larves d'insectes. À la fin, il ne reste que des fragments de l'éléphant, mais pas pour longtemps. Et l'endroit où gît la carcasse est imbibé de sang et de fluides libérés lors de la décomposition. C'est dégoûtant, mais ça donne naissance à une parcelle de terre particulièrement fertile grâce aux microbes qui libèrent des nutriments dans le sol. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du deuil de la famille de l'éléphant ?
Chaque membre de la famille laisse derrière lui des excréments qui abritent diverses espèces de bousiers et d'innombrables autres petites créatures. Ainsi, la mort d'un animal fournit de la nourriture à de nombreuses autres créatures qui peuvent ainsi prospérer. C'est le cercle de la vie à l'œuvre. L'essentiel, c'est de le reconnaître à temps. Voyons maintenant de plus près qui se nourrit des animaux morts, ces créatures qui sont la raison pour laquelle on voit si peu de cadavres. En fait, ces nettoyeurs sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine. Prenons les mouches par exemple. Elles se débarrassent des déchets en mangeant les plantes et les animaux morts et elles accélèrent la décomposition elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles décomposent les substances organiques en substances plus simples. Ces substances nourrissent à leur tour d'autres organismes. Si on demande à quelqu'un de citer un charognard, il répondra sûrement les vautours, et il aura raison. Mais leur rôle, bien que primordial, n'est pas de manger les carcasses. Les vautours les déchirent en petits morceaux, ce qui en accélère la décomposition. Ils dispersent les parties du corps dans différentes directions, ce qui permet de répartir les nutriments au lieu de les concentrer en un seul point. Le groupe des charognards comprend diverses créatures de grande taille, comme les chacals, les coyotes, les corbeaux, les ratons laveurs, les renards. Il existe plusieurs espèces de vautours et chacune a sa propre tâche lorsqu'il s'agit de dévorer une carcasse. Certaines s'attaquent aux tripes, d'autres à la viande et d'autres encore aux os. C'est comme s'ils obéissaient à un système de répartition du travail. Ces photos par exemple montrent un gypaète barbu en train de déguster des os. En les voyant, on croirait presque qu'il n'y a rien de plus savoureux. Les cafards sont un autre charognard bien connu que les humains ont tendance à détester. Si vous avez déjà eu des cafards chez vous, vous savez que c'est une expérience qu'on n'oublie pas, au pire sens du terme. Ces insectes se nourrissent d'animaux morts, de plantes, de papier, de vêtements, de matière organique. En fait, ils mangent à peu près tout. Mais bien que la plupart des gens trouvent les cafards dégoûtants, ils jouent un rôle très important. Je sais, c'est difficile à accepter, surtout quand on a déjà vu un cafard courir sur son assiette. Ou sur son lit. Les insectes, malgré leur petite taille, sont incroyablement efficaces pour se débarrasser des animaux morts. Prenons l'exemple des coléoptères dermestidés. Ils peuvent dévorer entièrement un petit animal comme une chouette ou un lapin en l'espace d'un jour ou deux. Si l'animal est plus gros, comme un coyote ou un cerf, il leur faut une semaine environ. Et le plus étonnant, c'est que ces coléoptères se trouvent partout, sauf dans les déserts et les endroits très froids. Les insectes nécrophages vivent littéralement partout. Heureusement qu'ils se nourrissent de cadavres au lieu de s'attaquer aux êtres vivants. En plus de leur vitesse, les dermestidés sont très efficaces. Ils dévorent tout à l'exception des os. Mais ils laissent intactes même les structures osseuses les plus fines et les plus fragiles. Et les humains ont appris à en tirer profit. Le musée de zoologie des vertébrés de l'université de Berkeley contient plus de 640 000 spécimens d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères soigneusement catalogués. Tout ça pour que les générations futures de chercheurs disposent d'un aperçu du passé. Bien entendu, tous les animaux qui y sont conservés sont morts, mais ils sont soigneusement préparés pour être conservés pendant des dizaines d'années, voire des siècles. Et c'est là l'intérêt des coléoptères nécrophages. En nettoyant les tissus, ils évitent aux scientifiques un travail long et fastidieux. Ces coléoptères sont utilisés par des musées du monde entier, mais c'est à Berkeley que tout a commencé. Les coléoptères que vous voyez à l'écran sont les descendants de la toute première colonie qui a vu le jour au musée en 1924. En parlant de ça, il y a eu quelques incidents. Les dermestidés sont si voraces qu'un jour, ils se sont échappés et ils ont mangé toute une collection de spécimens précieux. C'est pourquoi les employés prennent aujourd'hui des précautions supplémentaires. À la moindre erreur, tout un projet scientifique pourrait être lentement dévoré. Mais parlons des autres nettoyeurs. Certains d'entre eux sont très surprenants, comme les crabes et les homards. Ils mangent des charognes sous l'eau. En effet, le processus de décomposition n'est pas limité à la terre ferme. Même les grands requins blancs, qui sont pourtant des super prédateurs, mangent des charognes et contribuent ainsi au nettoyage des océans. Ce qui reste est dévoré par les vers, les concombres de mer et autres petites créatures qui constituent l'avant-dernier maillon de la chaîne qui recycle les nutriments et les réinjecte dans l'écosystème. Renards, mouches et grands requins blancs ont donc quelque chose en commun. La dernière étape concerne les champignons et les bactéries qui achèvent la décomposition au niveau microscopique.
Au lieu d'absorber et de digérer les substances dans leur organisme, ils sécrètent des enzymes qui absorbent les nutriments directement sur l'animal mort. Soyons honnêtes, cafards, mouches, vautours, scarabées nécrophages, aucun d'entre eux ne répond à la définition d'un bel animal. C'est ainsi que fonctionne notre cerveau. Lorsqu'on voit quelque chose qui nous semble dégoûtant, on ne peut pas s'empêcher de souhaiter que ce quelque chose disparaisse. Mais si vous regardez nos vidéos depuis longtemps, ou si vous savez à peu près comment fonctionne notre monde, vous n'ignorez pas qu'un monde sans charognards courrait à la catastrophe. Mais concrètement, ça ressemblerait à quoi ? Ah, j'adore les scénarios catastrophes. Catastrophe, le mot est faible. Voici en exclusivité un monde sans charognards. Il est un fait qui passe souvent inaperçu. Les charognards, en tant que nettoyeurs, jouent un rôle essentiel en éliminant les substances nocives de notre environnement et en empêchant la propagation des maladies. Sans cette équipe de nettoyage qui travaille dur, ces maladies pourraient avoir des effets considérables, non seulement sur l'environnement, mais sur la santé humaine et l'économie. Si on laisse un animal mort à l'abandon, bactéries et autres agents pathogènes se répandent dans l'environnement et infectent d'autres animaux, dont les humains. Et ce n'est qu'une partie du problème. Sans charognards, la planète grouillerait de cadavres. On n'aurait pas le temps de tout nettoyer manuellement. De plus, dans les zones reculées, il n'y aurait personne pour s'occuper de ce travail. En conséquence, la planète entière puerait la charogne. Et encore, ce serait un moindre mal par rapport à la propagation des maladies. Au fait, si seuls les grands charognards comme les renards, les corbeaux et les vautours disparaissaient, les insectes nous envahiraient. Dans une telle situation, la nature fonctionne toujours de la même manière. Quand un concurrent disparaît, d'autres créatures prospèrent. Il est terrifiant d'imaginer à quoi ressemblerait le monde. Partout sur la planète, les sols deviendraient moins fertiles, ce qui entraînerait une baisse des rendements agricoles. Pour compenser, il faudrait ensemencer de vastes surfaces, ce qui reviendrait à détruire encore plus de faune et de flore. En résumé, la planète deviendrait inhabitable et ce serait le chaos. Convenons donc que tous les animaux sauvages ont leur utilité. Est-ce que les nettoyeurs sont toujours à la hauteur de la tâche ? Par exemple, imaginons qu'un groupe d'animaux meurt tous en même temps au même endroit. Les charognards ne travaillent pas 24 heures sur 24, si ? Des scientifiques ont effectué des tests sur des carcasses de porcs sauvages en décomposition. Oui, c'est aussi immonde que ça en a l'air, mais il est important d'étudier les conséquences environnementales d'un phénomène de mortalité de masse. Les chercheurs étaient curieux d'observer comment une grande quantité de carcasses influençait le processus de décomposition, et si ça pouvait avoir un impact sur les écosystèmes. Ils voulaient aussi déterminer si cette situation pouvait entraîner la propagation d'agents pathogènes, en particulier par manque de charognards. Les mouches sont arrivées les premières, suivies des vautours. Pièges collants et caméras vidéo ont permis d'identifier plus de 40 espèces d'animaux ayant visité les carcasses dès les premiers jours. Ces travaux ont montré qu'une mort massive d'animaux peut entraîner l'empoisonnement des sols. Lorsque les cadavres se décomposent, ils libèrent des gaz et autres liquides provenant des restes, on en a déjà parlé. En général, ces émissions sont bénéfiques, mais lorsqu'elles se produisent en masse, la toxicité peut tuer les plantes, même les arbres. Et il peut y avoir d'autres conséquences. Par exemple, si un grand nombre d'herbivores meurent, les prédateurs disposent de moins de nourriture à l'avenir, la chaîne alimentaire est rompue. Après la mort de nombreux koalas lors d'un incendie en Australie, il n'y avait plus personne pour manger de l'eucalyptus. Bref, tout s'écroule. Les charognards permettent à la nature de fonctionner comme prévu. Mais parfois, les humains refusent d'attendre que les animaux, les oiseaux et les insectes fassent leur travail. On est comme ça, toujours pressé. Certes, c'est pas agréable de passer devant un chat, un chien ou un cheval mort tous les jours en allant au boulot. Outre l'odeur nauséabonde et le risque de propagation de maladies, les cadavres ont un aspect assez horrible. C'est pourquoi il existe des services spéciaux pour collecter les animaux morts. Les responsables de la propreté des espaces publics passent beaucoup de temps à nettoyer les abords des routes, car c'est là que se produisent la plupart des accidents impliquant des animaux. Ils ne patrouillent pas dans les rues et ne cherchent pas d'animaux morts dans les buissons, mais répondent à des signalements. Par endroits, des lois obligent les conducteurs qui percutent un animal à contacter ces services. Dans d'autres cas, les services sont sollicités par la ville. On leur signale même les baleines, les marsouins et les dauphins échoués qu'ils enterrent à l'aide de véhicules lourds. Même les baleines. Plus personne n'ignore que c'est une très mauvaise idée de se débarrasser d'une baleine autrement, n'est-ce pas ?
On a beaucoup parlé de la mort aujourd'hui, et je peux pas m'empêcher de vous signaler une étude réalisée en 2022. Des scientifiques ont décidé de découvrir ce que les gens ressentent lorsqu'ils passent à 2 doigts de la mort. Toutes les expériences suivaient un scénario similaire. D'abord, le fait de quitter son corps et la prise de conscience que l'on est en train de mourir, puis le voyage vers une destination finale. Ensuite, un bilan complet de sa vie, ce qu'on appelle la vie qui défile devant nos yeux. Puis, un certain temps passé de l'autre côté, et enfin, le retour à la vie. On ne sait pas encore très bien ce qu'on va pouvoir tirer de cette étude, mais c'est très intéressant. Festival de musique sous-marine. Revenons chez les vivants. Il s'avère qu'Ariel n'est pas la seule créature capable de chanter sous l'eau. Des dizaines de plongeurs ont participé à la 39e édition du festival annuel de musique subaquatique des Lower Keys il y a quelques semaines. Il s'agissait d'un concert sous-marin unique en son genre. Il était dédié bien sûr à la protection des récifs, et il avait l'air, un peu spécial. La station de radio locale a même pu diffuser la musique jouée sous l'eau. Je me demande si les habitants du récif ont apprécié. Un concours annuel de sosie d'Hemingway. Près de 140 hommes ressemblant à Ernest Hemingway se sont réunis à Key West, la ville natale de l'écrivain, pour participer à un concours de sosie. Il est surprenant de constater que de tels événements sont toujours d'actualité et restent populaires. Un astéroïde a frôlé la Terre. Vous imaginez, le 13 juillet, un astéroïde a frôlé la Terre à une distance d'environ 100 000 km. Personne ne l'a vu venir, pas même les scientifiques. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'ils s'en sont rendus compte. Et l'astéroïde n'était pas si petit que ça, auquel cas je comprendrais que personne ne l'ait remarqué. Mais non, il aurait pu causer des dommages. Ce caillou spatial mesurait environ 60 mètres de long. Pas du même calibre que celui qui a anéanti les dinosaures, bien sûr, mais assez grand pour causer de sérieux dégâts en tombant sur une ville. Il est passé plus près de nous que la Lune. Comment cet astéroïde sournois a réussi à s'approcher si près? Il s'est inspiré des calmars en attaquant avec le soleil dans le dos, ce qui l'a rendu pratiquement invisible. On a eu de la chance qu'il ne soit passé qu'en coup de vent. Devenu aveugle à force de pleurer. Un certain Tembu Daniel a récemment établi un curieux record du monde en pleurant sans s'arrêter pendant 100 heures. Il a commencé à pleurer le 9 juillet, mais il a dû s'arrêter au bout de 6 heures en raison d'effets secondaires imprévus. Il souffrait de maux de tête, ses yeux et son visage étaient gonflés, mais ça c'est normal quand on pleure. Cependant, le symptôme le plus inquiétant était une cécité partielle qui aurait duré environ 45 minutes. Il n'est pas certain que l'homme ait terminé son marathon de 100 heures après s'être rétabli. Il n'y a aucune preuve à l'appui et les responsables du livre Guinness des records n'étaient pas présents pour y assister. Une rivière très colorée. Le 19 juillet, certaines parties de la rivière Trent, l'une des plus grandes rivières du Royaume-Uni, sont devenues bleu vif et orange vif. Une grande quantité de teinture pour vêtements s'était retrouvée dans l'eau. On dirait une image photoshopée, mais le colorant a bel et bien donné cette couleur à la rivière. Je préfère pas penser aux conséquences sur l'écosystème. Faisons comme si tout allait bien, d'accord? Un canard audacieux. Est-ce que vous aimez les manèges autant que ce canard? Il s'est faufilé dans les célèbres montagnes russes Millennium Force du parc Cedar Point dans l'Ohio. Et il ne s'est pas contenté de s'en approcher, il a sauté dans une voiture en mouvement. Au lieu d'attendre que les services d'entretien du parc retirent l'oiseau, une visiteuse a pris les choses en main et elle a elle-même éloigné le passager clandestin du Grand 8. Je me demande ce que le canard a pensé de toute cette aventure. A plus.